Mesdames et messieurs, je suis vraiment ravi d'être ici parmi vous. Je dois avouer que ça fait presque 25 ans que je rêve de visiter La Réunion et aujourd'hui, c'est chose faite. Et donc, je remercie Ladir pour m'avoir invité ce soir pour intervenir à cette Assemblée générale. Le thème dont je vais aborder ce soir, c'est le sujet de l'innovation frugale, cette capacité de pouvoir faire mieux avec moins. Alors, c'est vrai que déjà, quand vous regardez ces deux mots-là, l'expression l'innovation frugale, ça paraît comme un oxymore, une contradiction de termes, parce que comment l'innovation peut-elle être frugale? Comment peut-on faire l'innovation de façon frugale? Et de la même façon, comment quelque chose de frugal peut être considéré comme étant innovante? Et c'est ce que je vais essayer de réconcilier ces deux mots-là dans les 60 minutes à venir. Et de la même façon, regardez le sous-titre, l'innovation frugale peut paraître quelque chose de capitaliste. Faire plus avec moins, tiens, on a entendu parler depuis un moment. Mais en fait, ce n'est pas juste faire plus avec moins, c'est faire mieux avec moins. C'est créer plus de valeur économique, sociale et voire écologique avec moins de ressources. Alors commençons tout par le début, à savoir d'où vient ce concept de l'innovation frugale. Alors, je vais voir si ça avance. Voilà, hop. Alors, remontons aux origines de ce concept. Alors, la frugalité, c'est quelque chose que j'ai vécu quand j'ai grandi à Pondichéry, une ancienne colonie française, vous savez, en Inde. Alors, dû au climat aride et le fait que l'eau était rationnée, moi et mes frères, on se levait à 5 heures du matin pour pouvoir remplir ces seaux avec de l'eau. On utilisait ça toute la journée pour laver et aussi 2 fois par semaine en moyenne, on avait le luxe de prendre une douche avec un seau d'eau. Après avoir vécu cette forme de rareté de ressources pendant 20 ans, je suis parti pour l'Occident, attiré probablement par la promesse de l'abondance. Effectivement, j'ai étudié en France pendant 7 ans, et puis ensuite, en 1999, je me suis installé aux États-Unis, où je vis actuellement dans la Silicon Valley. Ce que j'observe en fait aux États-Unis, en particulier en Silicon Valley, c'est le fait que l'innovation est vraiment sexy. Et en effet, quand vous regardez par exemple la sonde qui a été envoyée par la NASA, qui est entrée dans l'orbite de Mars en septembre 2015, le MAVEN, c'est vraiment une innovation scientifique exceptionnelle. Sauf que cette forme d'innovation est très coûteuse. Ça a coûté la bagatelle de presque 700 millions de dollars des contribuables, des gens comme moi. Alors effectivement, ce qu'on a observé, c'est que depuis la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu comme une course aux armements en R&D où les pays occidentaux, particulièrement l'Europe et surtout les États-Unis, ont essayé effectivement de dépenser des milliards de dollars, espérant que dépenses en R&D va aboutir à plus d'innovation, au point où il a été estimé que les grandes entreprises ont dépensé un total de presque 700 milliards de dollars en R&D. La question à se poser, c'est qu'est-ce qu'on obtient pour cette somme faramineuse de dépenses en R&D? Alors pendant longtemps, ça n'a pas été challengé ce concept, mais depuis 10 ans, on commence à démontrer de façon scientifique avec la recherche le fait que cette forme de dépense en R&D n'aboutit pas systématiquement à plus d'innovation. Au point où, par exemple, il est estimé que 85% des produits de biens de consommation échouent sur le marché au bout d'une année de l'introduction. Pourquoi? Parce qu'il y a un décalage entre le produit vendu et les vrais besoins des consommateurs. Aussi, il y a un autre problème, c'est que beaucoup d'entreprises ont tendance à réinventer la roue et de ce fait investissent massivement dans des projets qui sont soi-disant innovants, mais finalement ne font que répéter en fait, des bêtises déjà faites dans le passé et surtout des produits et services qui n'offrent pas de différenciation comparée aux produits existants. Mais il y a aussi un autre problème qu'on a étudié avec mes co-auteurs et le fait que de plus en plus, les entreprises ont besoin de démontrer d'agilité, c'est-à-dire la capacité de non seulement concevoir des produits, nouveaux produits, mais surtout les mettre sur le marché de façon plus rapide. Et là, on a un gros problème, tel qu'illustré par Beth Comstock, qui est la première vice-présidente femme de General Electric, un géant industriel avec 200 milliards de chiffre d'affaires, qui dit effectivement que nos équipes ne sont pas rapides en termes d'innovation. Et ça vient d'une entreprise qui a inventé le concept de Six Sigma, qui est vraiment une forme de gestion de qualité. Donc une entreprise complètement orientée autour des processus, qui maintenant réalise que leurs rivaux dans les années à venir ne vont pas être d'autres
concurrents industriels comme Schneider Electric ou Siemens, mais plutôt ce qu'on appelle la GAFA, c'est-à-dire Google, Apple, Facebook, Amazon. Pourquoi? Parce qu'avec ce qu'on appelle l'Internet des objets et le Big Data, au fur et à mesure que les équipements industriels sont connectés à l'Internet, il est possible pour quelqu'un comme Google, pour collecter ces données informatiques, en traiter et offrir un service à valeur ajoutée aux clients de GE. Et donc, il faut que GE apprenne à innover de façon beaucoup plus vite, aussi vite que les entreprises dans le Silicon Valley comme Google ou Apple. Donc, après avoir observé donc, ces problématiques d'innovation en Occident, moi et mes co-auteurs, qui sont issus des pays émergents, on s'est dit, tiens, c'est intéressant parce qu'on a passé 20 ans en Occident à vraiment essayer de comprendre comment on innove et finalement, ce n'est pas si effectif que ça. Il est donc temps qu'on retourne à nos sources et qu'on étudie comment, dans les pays émergents, qui font face à d'énormes contraintes de ressources, que ce soit l'Afrique, l'Asie ou l'Amérique du Sud, comment en fait les entrepreneurs innovent. Quel est vraiment l'état d'esprit? Et là, on a été vraiment agréablement surpris parce qu'il y a un état d'esprit totalement différent dans les pays émergents quand il s'agit d'innovation comparé à la Silicon Valley. Pourquoi? Parce qu'à la Silicon Valley, un ingénieur va venir lundi matin au travail en se posant la question, et si je pouvais inventer une solution qui va connecter mon réfrigérateur à mon portable? Tout à fait normal, on a tous un réfrigérateur, on a tous un portable, et donc ce serait normal qu'on puisse intégrer le réfrigérateur avec un portable afin que, si je suis à court de lait, je reçois un text message, un SMS, et je puis aller chercher du lait au retour du travail. Simplement, il y a quelqu'un en Inde qui s'est posé une question beaucoup plus fondamentale qui est « et si je pouvais inventer un réfrigérateur qui ne consomme pas d'électricité ?» Ça, c'est une question fondamentale parce qu'il y a 600 millions d'habitants en Inde qui n'ont pas accès à l'électricité. Et cette question n'a pas été posée par quelqu'un qui a un doctorat ou un MBA d'une école prestigieuse, mais par Mansukh Prajapati, qui n'a même pas fini ses études du collège. Et lui, c'est un potier de formation qui a inventé un réfrigérateur conçu entièrement en argile, qui ne consomme pas d'électricité et qui est 100% biodégradable et surtout peut conserver fruits et légumes frais pendant 5 jours et le lait frais pendant 3 jours, qui est un don de ciel pour beaucoup de villages qui vivent très reculés, où l'approvisionnement de denrées alimentaires est tout à fait aléatoire. Donc, ça, c'est un premier exemple qui démontre effectivement que dans les pays émergents, les entrepreneurs sont capables de transformer comme des alchimistes les contraintes, surtout les contraintes de ressources, en opportunités. Et cette capacité de faire plus et mieux avec moins, on le voit aussi dans d'autres pays émergents, tels que par exemple le Pérou, un pays qui fait face à 90% d'humidité et reçoit uniquement 1 ou 2 pouces de précipitation annuelle, centimètres de précipitation annuelle. Alors, il y a une école d'ingénieurs à Lima, la capitale, qui a développé cet énorme panneau publicitaire qui absorbe l'humidité de l'air, la condense, la purifie et génère 100 litres d'eau potable par jour. Comme quoi, les Péruviens sont capables effectivement de transformer l'humidité de l'air en eau potable. On voit cet état d'esprit aussi dans le secteur de santé, par exemple, en Chine, où effectivement il y a un grand problème qui se développe, c'est le fait que d'ici 2050, il va y avoir à peu près 500 millions d'habitants qui auront plus de 60 ans. Et beaucoup de ces personnes âgées vivent dans les campagnes, dans les villages, et souffrent de maladies chroniques comme par exemple la diabète. Le problème, c'est que la Chine ne peut pas rapidement installer des hôpitaux ou former des docteurs pour prendre soin de ces gens-là. Alors, une entreprise informatique qui s'appelle Newsoft a inventé cette solution ingénieuse qui consiste, en fait, c'est une solution de télémédecine, c'est-à-dire qu'ils forment en fait des jeunes femmes dans ces villages à pouvoir utiliser un appareil qui est facile à utiliser pour pouvoir collecter les données vitales des patientes et ensuite savoir ce qu'on appelle dans un cloud, un nuage informatique, où des algorithmes analysent les données, essaient d'offrir un diagnostic préliminaire et ensuite s'interface avec un médecin dans une ville qui peut effectivement analyser ça et offrir un traitement, un plan de traitement pour justement ces gens-là sur le long terme. Donc, dans le secteur de santé aussi, il est possible de faire mieux avec moins. Alors, c'est vrai qu'en Occident, quand j'introduis ces exemples-là, les gens me disent « Oui, mais Navi, c'est sympa, produits, services, je comprends, mais vous savez, en Occident,
on sait faire quelque chose que vous, dans les pays en développement, vous ne pouvez pas faire, c'est mettre un homme sur la Lune. Là, effectivement, la science, elle n'est pas facile de la faire de façon frugale. Ben, je ne suis pas d'accord parce qu'en septembre 2015, au même moment où la sonde Maven de NASA est entrée dans l'orbite de Mars, il y a une autre sonde qui est entrée dans l'orbite de Mars, qui était Mangalyaan, qui est effectivement lancée par l'Inde, qui a été développée pour la somme uniquement de 74 millions de dollars, soit un dixième du budget de NASA, et ça a été développé 3 fois plus vite, parce qu'au lieu de bâtir des prototypes physiques comme l'a fait NASA, ils ont fait la simulation de façon virtuelle en utilisant l'abondance de talents informatiques dont dispose l'Inde. Alors c'est intéressant parce que le film Gravity avec George Clooney et Sandra Bullock a été développé pour la somme de 100 millions de dollars. Alors pendant que Hollywood explore l'espace en fiction, l'Inde le fait en réalité avec moins d'argent. Okay. Donc, c'est ce qu'on appelle la science frugale. Alors, effectivement, quand on a étudié toutes ces solutions donc, frugales à travers les pays émergents, on s'est quand même posé la question, mais c'est quoi la grande idée? C'est quoi effectivement la méthode, quelque part, qui est utilisée par ces entrepreneurs des pays en voie de développement? Alors, finalement, on n'a pas trouvé une méthode, mais plus intéressant, c'est qu'on a découvert qu'il y avait une grande idée derrière ces innovations. C'est le fait que ces entrepreneurs sont capables d'utiliser ce qui est abondant pour surmonter ce qui est rare. Ça paraît une contradiction, effectivement. Comment ça se fait qu'il est possible d'utiliser ce qui est abondant pour créer quelque chose qui est rare? Alors, pour illustrer ça, je pensais que ce serait bien d'utiliser ce verre. Pourquoi ce verre? Parce que nous, les Français, je suis effectivement un ressortissant français, le sport national de la France, je dis toujours, ce n'est pas le football, c'est de râler. On se plaint tout le temps. Alors, quand on se plaint, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on voit toujours le verre moitié vide. Ben, il se fait que dans les pays émergents, on est capable de voir le verre toujours moitié plein. Et ça, je crois que cette approche, effectivement, est très intéressante parce que il est vrai, de façon objective, que dans ces pays, il y a une contrainte de ressources, j'appelle tangibles, c'est-à-dire que ce soit l'eau, que ce soit l'énergie ou le capital, sont très rares. Par contre, ils sont aussi conscients du fait qu'ils ont une abondance de ressources, j'appelle ça intangibles. Ce sont des qualités humaines, comme par exemple l'ingéniosité, la résilience ou l'empathie, voire même des réseaux humains qu'effectivement on ne prend pas en compte, mais qui sont une ressource intangible de grande valeur. Alors l'idée, effectivement, c'est d'utiliser l'abondance et ces ressources intangibles pour surmonter la rareté de ressources tangibles. Alors prenons par exemple en particulier le dernier point tout en bas, les réseaux sociaux, les réseaux humains, j'appelle ça. Voici un exemple très intéressant qui est utilisé par Essilor, un géant de verre. Alors, Essilor a lancé un grand programme il y a quelques années qui s'appelle 2.5 New Generation. Alors, 2.5 se réfère aux 2.5 millions d'habitants dans le monde qui sont malvoyants, dont 550 millions rien qu'en Inde. Alors, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ben, finalement, on ne peut pas effectivement avoir des opticiens partout dans les villages pour effectivement faire des tests et ensuite prescrire des verres et surtout ensuite fabriquer ces verres de façon à grande échelle. Alors, pour répondre à ce problème-là, ils ont trouvé une nouvelle façon de résoudre ce problème qui consiste à former. Je crois qu'il y a un petit problème avec le clicker. Bon, ça avance doucement de façon frugale. Alors, ils ont formé en fait des jeunes dans les villages pour devenir en fait des techniciens qui en fait se baladent de porte en porte avec un sac en dos qui contient effectivement des kits de tests. Alors ces tests, comme vous pouvez voir à droite, une jeune femme, une technicienne peut effectivement faire ces tests. Et ensuite, surtout, ce qui est intéressant, c'est que ces verres sont fabriqués localement de façon beaucoup plus frugale, à un coût qui est une fraction de ce qui coûte en France. Alors ça, c'est effectivement une façon de dire que non seulement on arrive à soigner mieux de façon frugale, abordable les patients, mais surtout, ça crée aussi des emplois de façon locale parce qu'effectivement, les jeunes dans les villages ne vont pas quitter les villages pour aller en ville, mais vont rester là-bas parce qu'ils peuvent apporter une valeur économique et sociale et contribuer au développement de leur village. Alors, effectivement, on peut aussi réfléchir à ça et se dire, finalement, on peut aussi utiliser des technologies existantes pour répondre à nos besoins au lieu de faire comme la Silicon Valley, toujours chercher à inventer de nouvelles technologies.
chercher ce qu'on appelle the next big thing, la plus grande idée, la prochaine grande idée. On peut utiliser la dernière grande idée et en faire de nouvelles applications. Alors, je pense que vous êtes très proche d'un continent qui nous enseignera beaucoup, je crois, dans les décennies à venir, comment effectivement faire mieux avec moins en utilisant ce qui est abondant. C'est l'Afrique. Alors, effectivement, l'Afrique, vous connaissez très bien, c'est un continent d'extrême, parce que d'un côté, beaucoup de pays africains, 80% à peu près, n'ont pas accès à l'électricité ou n'ont pas de compte bancaire. Par contre, il y a 80% d'Africains qui ont un portable. Donc, ce qu'on voit émerger, comme vous le savez très bien, c'est utiliser l'abondance de la connectivité mobile pour justement répondre à la carence, effectivement, de services bancaires ou l'électricité, comme c'est le cas, par exemple, avec M-Pesa, vous avez entendu parler, qui permet à 50% de Kenyans d'envoyer, de recevoir de l'argent avec le portable sans avoir un compte bancaire. Et ce qui est fascinant aujourd'hui, c'est que Orange, l'opérateur télécom, qui a lancé un programme similaire en Afrique, s'en est inspiré pour l'introduire à partir de 2018 en France. Ça s'appelle Orange Money. Donc, quelque part, Orange devient un fournisseur de services financiers à partir de l'an prochain, en s'appuyant sur une innovation frugale qu'ils ont pilotée d'abord en Afrique, qui maintenant rentre aux métropoles. Donc, maintenant, ce que j'essaie de faire, c'est à partir de ces exemples-là, introduire un petit peu à la théorie un peu de cette expression, donc innovation frugale. Et en gros, comme vous avez compris, c'est vraiment avoir cette capacité ingénieuse à créer plus de valeur tout en minimisant l'utilisation de ressources. Alors, ça paraît assez simple, mais comme vous avez vu, ce n'est pas juste la valeur au sens économique, c'est beaucoup plus que ça. Donc, on va donc étudier plus en détail, et déconstruire quelque part, analyser cette formule qui paraît relativement simple. Donc, on va un peu zoomer sur cette formule-là. Commençons par le nominateur. Quand on parle de valeur, ce n'est pas juste la valeur économique, c'est valeur économique et sociale et écologique. Et j'insiste sur l'écologique parce que c'est un sujet qui me passionne particulièrement. Ça veut dire qu'il n'est plus suffisant de réduire son empreinte donc écologique. Je fais un peu de franglais. Ce n'est pas uniquement réduire ce qu'on appelle carbon footprint, c'est aussi élargir son empreinte écologique positive. C'est créer de la valeur écologique positive et ça va devenir de plus en plus important et des exemples très inspirants dans les slides à venir. Donc c'est créer à la fois économique, social et écologique. Et puis effectivement, en termes de ressources, c'est comment on économise en termes de capital, d'énergie et surtout le temps, parce qu'il y a des problèmes énormes comme le changement climatique dont on doit résoudre assez rapidement. Donc si on peut économiser en temps et mettre rapidement sur le marché des solutions, c'est aussi un gain considérable. Alors avec ça comme étant un framework de qu'est-ce que c'est l'innovation frugale, je vais commencer à un peu pousser l'enveloppe, comme on dit en anglais, et un peu vous faire challenger votre esprit en disant qu'est-ce qui se passerait si vous êtes effectivement une entreprise industrielle, donc membre de l'ADIR, et qu'il y a un concurrent qui est capable d'introduire une solution frugale qui apporte 10 fois plus de valeur avec 10 fois moins de ressources. Déjà, ça commence à perturber. Alors, maintenant, imaginez qu'on pousse encore plus. Imaginez que quelqu'un introduit une solution qui apporte 100 fois plus de valeur avec 100 fois moins de ressources. Ça, ce serait une innovation de rupture. Et je veux vous montrer tout de suite un exemple qui incarne effectivement cette capacité de délivrer beaucoup plus de valeur avec beaucoup moins de ressources. Je l'ai amené avec moi ici. Alors, dans le monde entier, il y a des millions de bébés qui sont nés de façon prématurée. En Occident, quand ils sont nés, on les met dans des incubateurs qui coûtent la somme de 20 000 $. Et aussi, ils nécessitent l'électricité. Le problème, c'est qu'en pays émergents, 20 000 $, c'est beaucoup d'argent, et surtout qu'ils n'ont pas accès à l'électricité de façon fiable. Alors, il y a 4 étudiants, dont Jane Chen de Stanford University en Californie, qui ont eu cette idée ingénieuse de développer cette couveuse pour les bébés prématurés. Alors, c'est vraiment très simple comme solution parce qu'à l'intérieur, en fait, il y a un matériau qui s'appelle le Phase Change Material, qui ressemble à la cire, qui peut être mis sur une plaque chauffante ou dans de l'eau bouillante. Donc, elle fond, et vous réinsérez ça dedans, et puis vous pouvez garder le bébé à température constante pour 6 heures d'affilée. Et cette solution ne coûte que 200 $ et ne se consomme pas d'électricité. Et ils ont déjà sauvé la vie de 300 000 bébés en 5 ans. L'objectif, c'est de sauver la vie de 1 million de bébés dans les 5 ans à venir.
Et bien sûr, ils ont des favoris, des champions de ce produit comme Obama, et même Beyoncé est un grand champion de ce produit qui n'est pas effectivement un handicap. Donc il est possible effectivement de faire 100 fois mieux et 100 fois moins, mais je vais quand même expliquer que ce n'est pas juste faire mieux avec moi, c'est dans ce cas-là, c'est une innovation noble parce que c'est sauver des vies, ce n'est pas juste créer de la valeur, c'est quelque chose qui n'a pas de prix, vous voyez, la vie. Donc c'est ça qui me passionne en tant que chercheur, ce sont des solutions qui ont une dimension humaine ou humanisante. Alors, continuons cette voie et challengeons-nous. Qu'est-ce qui se passerait si quelqu'un introduit une solution qui apporte 1000 fois plus de valeur avec 1000 fois moins de ressources? Là, on parle effectivement d'innovation, de méga rupture. Alors, il y a des milliers, peut-être même des millions d'enfants dans le monde qui sont nés, qui n'ont pas de main, parce que soit ils le perdent à la suite d'un accident, ou alors à cause des maladies congénitales. Alors aujourd'hui, il y a une prothèse haut de gamme, ou même une prothèse ordinaire, hein, dans l'Occident, ça coûte 35 000 $. Alors il y a une ONG qui s'appelle Enable the Future, qui en fait développe des prothèses en open source, c'est-à-dire que la conception de ce produit-là est mise sur Internet et n'importe qui peut télécharger et ensuite imprimer avec une imprimante 3D cette prothèse soi-même. Alors des parents, donc effectivement avec l'amour qu'ils ont pour l'enfant, téléchargent cette solution et peuvent ensuite imprimer en impression 3D une prothèse pour leur enfant. Et cette solution-là coûte uniquement 35 $. Okay. 1/1000 de la solution industrielle aujourd'hui. Et cette solution a apporté beaucoup de joie, effectivement, à Maxence, le premier enfant français à être équipé d'une prothèse de main imprimée en 3D, ou cette jeune Indonésienne qui a pu nourrir son enfant nouveau-né pour la première fois avec ses propres mains. Donc, effectivement, vous voyez que là, l'innovation frugale, pour moi, c'est une forme d'innovation éclairée, parce que ça apporte vraiment plus de bonheur, tout en réduisant la souffrance. Pour moi, c'est l'essence, quelque part, de l'innovation frugale. Alors, j'ai commencé avec l'innovation frugale telle que pratiquée dans les pays émergents, parce que ça émane de là, c'est la source, c'est le berceau de ce concept révolutionnaire. J'ai expliqué quelque part c'est quoi la théorie, c'est quoi effectivement je dirais, les grands piliers de ce concept. Là, je vais montrer que finalement, l'innovation frugale n'est pas limitée aux pays soi-disant pauvres, mais il y a des conditions qui se créent maintenant en Occident qui sont en train de créer en fait la demande pour ce genre de solutions frugales, car même en Occident, on voit un besoin grandissant de faire mieux avec moins. Alors, étudions maintenant quels sont les facteurs qui contribuent à ce nouveau développement. Premier facteur, c'est qu'on voit que de plus en plus de consommateurs en Occident cherchent de plus en plus de valeur. Alors, valeur non seulement économique, mais comme je l'indique, de valeur au pluriel. Alors, par exemple, il y a 3 statistiques qui sont mentionnées ici. Premièrement, de plus en plus de consommateurs, depuis la récession 2008, commencent à chercher des produits abordables, ce qu'on appelle les produits distributeurs. Au lieu d'aller chercher des produits marques, ils disent finalement, je n'ai pas besoin de ça, je me contente des produits distributeurs. Donc ça, c'est un premier facteur. Donc, ils recherchent effectivement des économies de coûts. Mais plus intéressant, vous voyez qu'en deuxième point, c'est le fait qu'il y a un grand mouvement aujourd'hui, surtout parmi les jeunes, qui recherchent en fait à simplifier la vie, et on appelle ça le minimalisme. C'est une façon effectivement de vivre mieux avec moins, et ça c'est quelque chose qu'on voit beaucoup se développer, surtout en Europe, et aussi de plus en plus aux États-Unis, dont je parlerai bientôt. Et surtout, vous voyez, le troisième chiffre qui est assez intéressant, c'est que de plus en plus de consommateurs préfèrent acheter des marques qui sont responsables sur le plan social et environnemental. Donc, c'est un premier fait, c'est que les consommateurs commencent effectivement à changer en termes d'attente, de besoins et surtout en termes de valeurs. Deuxième fait est que plus en plus d'employés se sont désengagés au travail, c'est-à-dire que le travail ne donne plus de sens. Alors, ça veut dire qu'effectivement, il y a un problème, parce que comment effectivement on va retenir et garder le talent va être un grand challenge. Troisième facteur, c'est qu'effectivement, les jeunes, la génération Y et surtout la génération qui va venir ensuite, la génération Z, ont effectivement beaucoup plus, je dirais, des valeurs totalement différentes de ma génération X. Le fait, par exemple, qu'ils préfèrent louer une voiture au lieu de l'acheter, c'est ce qu'on appelle l'économie de partage, dont on va parler bientôt. Ou alors le fait que 66% préfèrent être le propre boss et être entrepreneur au lieu d'aller travailler 8 heures à 5 heures dans une grosse boîte où ils sont vraiment anonymes
et vraiment, voilà, ils ne s'entendent pas bien avec le boss. Voilà. Donc ça, c'est un autre phénomène aussi. Alors si vous mettez tout ça ensemble, qu'est-ce qui se passe? Moi, je crois qu'effectivement, ce qui se passe, c'est qu'il y a une évolution de la conscience, comme j'appelle, parmi les consommateurs et les citoyens. Et c'est quelque chose de très fondamental. Alors effectivement, le terme conscience en Occident, on dit finalement conscience, c'est l'opposé d'être éveillé, quoi. Mais en Orient, particulièrement en Inde, le concept de conscience est très différemment interprété parce qu'effectivement, il y a ce qu'on appelle le concept des chakras, ce sont des centres d'énergie que chaque être humain dont existe effectivement dans le corps subtil de chaque être humain. Et c'est assez intéressant parce que ce qui se passe, à mon avis, c'est que pendant longtemps, on opérait à partir des énergies qui sont dégagées par les 3 chakras, qui sont les chakras de base, qui sont autour de la survie, recherche de plaisir et l'estime de soi, je dirais même le contrôle, effectivement, et la quête de pouvoir et de contrôle. Le problème, c'est que tant qu'on opère et on agit uniquement à travers l'énergie qui nous dégage des 3 premiers chakras, on va vivre effectivement dans un mode d'existence que j'appelle le mode de vie avoir. C'est-à-dire qu'on est vraiment auto-centré, on pense uniquement à moi, et surtout, on opère avec une forme d'état d'esprit de rareté. On n'est jamais satisfait parce qu'on pense toujours qu'il y a quelque chose qui manque. Okay? Et c'est uniquement quand on active le chakra du cœur qu'on éveille la compassion, c'est-à-dire la passion de réduire la souffrance des autres. Et ensuite aussi, on s'intègre avec les énergies qui sont dégagées dans les chakras supérieurs, telles que la générosité ou la sagesse. Et quand on commence à agir à partir de ces énergies-là, notre vie change radicalement. Parce qu'on bascule dans un mode d'existence que j'appelle l'être. On développe le savoir-être. Et là, effectivement, 2 choses se fassent. Premièrement, on est beaucoup plus satisfait de la vie parce qu'on voit qu'il y a une forme d'abondance qui existe en nous, qu'on veut partager avec les autres, que ce soit l'amour ou que ce soit la générosité. Et plus important, c'est qu'on devient beaucoup plus centré sur les autres et non plus auto-centré. Alors pourquoi j'ai introduit ce schéma en fait des chakras? C'est parce qu'effectivement, de plus en plus de consommateurs et de clients en Occident, de citoyens, ils vont effectivement utiliser cette forme d'énergie des chakras supérieurs pour, à mon avis, construire une nouvelle économie. Alors tout d'abord, je crois que le modèle industriel qui a été totalement déshumanisant, avec un modèle de production de masse et de consommation de masse, comme vous pouvez imaginer ici. Ça peut être par exemple des iPhones qui sont produits en masse en Chine et ensuite envoyés dans des containers à travers le monde. Moi, je crois que ce modèle de développement industriel en outrance et surtout déshumanisante va voir sa fin peut-être dans les années à venir et remplacé, à mon avis, par une nouvelle économie que j'appelle une économie à l'échelle humaine, où les unités de production vont devenir plutôt à petite échelle et surtout localisées plus proches de la consommation. Et ce forme de modèle économique va opérer en réseau. Il y aura peut-être des petites unités, mais plutôt intégrées avec l'informatique et le partage des connaissances. Et d'ici quelques minutes, je vais donner des exemples concrets assez impressionnants, surtout des grands groupes qui sont en train de repenser toute leur chaîne de valeur autour de ce nouveau paradigme. Mais avant d'aller là, je vais quand même vous montrer le fait que ce n'est pas juste les grands groupes, les entreprises qui sont en train de faire cette bascule de cette économie et cette chaîne de valeur grande échelle à une une chaîne de valeur beaucoup plus à taille humaine. C'est le fait que c'est les consommateurs eux-mêmes qui sont en train de devenir ce que j'appelle des consommateurs. C'est-à-dire qu'au lieu d'être des consommateurs passifs, qui ne font que consommer, ils sont en train de devenir des acteurs qui sont capables effectivement de contribuer de façon active au développement économique et social de leur pays. Et ces consommateurs sont en train de bâtir, à mon avis, une nouvelle économie qui est alimentée par ce que j'appelle l'énergie humaine. Et cette économie, j'appelle ça l'économie frugale, et elle s'appuie en fait sur 3 piliers. Alors le premier pilier, c'est le partage. Le deuxième pilier, c'est le mouvement des makers. Et le troisième pilier, c'est la circularité avec l'économie circulaire. Alors, ce que je vais faire, c'est entrer un petit peu plus en détail dans ces 3 piliers-là, à commencer par le partage, l'économie de partage. Vous avez entendu effectivement le fait que l'économie de partage va décoller et est en train de décoller très, très rapidement. Là, on parle effectivement du covoiturage ou le partage des appartements avec Airbnb.
Et il est estimé qu'en 2025, l'économie de partage va représenter presque plus de 300 milliards de dollars, pratiquement le même montant que l'économie de location actuelle, qui est énorme. Mais ce qui est fascinant, et ça c'est effectivement c'est ce qui se pratique aujourd'hui dans le monde occidental avec BlaBlaCar en France qui facilite le covoiturage ou Airbnb avec le partage d'appartements. Mais moi je pense que la Réunion peut être un pionnier de quelque chose de plus avancé. Alors pourquoi? Parce qu'aujourd'hui l'économie de partage, même si c'est 335 milliards de dollars, là c'est uniquement des particuliers qui partagent des voitures, des appartements. C'est sympa, mais qu'est-ce qui se passerait si on bâtit une nouvelle économie de partage où les entreprises commencent à partager des ressources? Ça ne se fait pas encore, mais il y a des exemples, je vous en donnerai tout à l'heure. Là, on parle des milliards ou même des trillions de dollars en termes de création de valeur. Alors, ça c'est un premier constat, c'est que l'économie de partage est en train d'écoler, mais c'est la version 1.0. C'est entre consommateurs, entre particuliers. Mais je pense que dans la Réunion, on peut effectivement adopter un nouveau modèle d'économie de partage, ce que j'appelle B2B, qui est entre entreprises. Et je vous expliquerai bientôt avec des exemples comment le faire. Ensuite arrive le mouvement des makers. Vous avez entendu parler de ça. C'est le fait que maintenant, l'impression 3D, les imprimantes 3D, permet effectivement de démocratiser la fabrication des produits. Mais ça va au-delà de l'impression 3D, parce qu'effectivement, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est la démocratisation des composants électroniques qui deviennent de plus en plus abordables. Alors, par exemple, là, je vous ai amené, il y a deux qui sont cités sur ce slide-là. Celui que vous voyez à votre gauche, ça s'appelle Raspberry Pi. C'est carrément un ordinateur de la taille d'une carte de crédit qui ne coûte que 35 $, inventé à Cambridge University, en Angleterre. Au départ, ça a été développé pour donner goût à l'informatique et la programmation aux jeunes, particulièrement aux filles. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de 5 ans, il y a 22 millions d'unités qui sont écoulées. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est le fait que de plus en plus, ces composants-là peuvent être utilisés pour développer des appareils électroniques de tout genre, y compris ça a été envoyé à la Station spatiale internationale pour faire des tests, des expérimentations sur le plan scientifique. Donc, c'est important parce que ça veut dire que de plus en plus, n'importe qui maintenant peut utiliser ce genre de composants pour développer des appareils relativement sophistiqués de grande puissance. Il y a aussi d'autres composants comme l'Arduino qui fait la même chose avec un coût de 25 $. Donc ça, c'est vraiment, ça va démocratiser, si vous voulez. J'ai commencé à dire au départ, à vous rappeler que le R&D, c'est coûteux. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de beaucoup d'argent pour vraiment pouvoir avoir accès à des équipements très complexes qui sont coûteux. Mais avec ces composants-là, de plus en plus, on va pouvoir développer, par exemple, des microscopes électroniques à 1/100 du coût des microscopes électroniques actuels. Donc ça va démocratiser, c'est ce qu'on appelle la science frugale, c'est que tout le monde peut potentiellement devenir ce qu'on appelle un citizen scientist, c'est un scientifique citoyen. Donc ça, c'est vraiment le mouvement des makers et la démocratisation de l'innovation avec justement des composants low cost. Et comme j'expliquais, Tim Peake l'a amené avec lui, c'est un cosmonaute britannique, a développé un appareil spécial avec 6 de ses composants, Raspberry Pi, et l'a amené à la station internationale dans l'espace pour faire des tests qui, entre parenthèses, la programmation de ces tests a été faite par les écoles des collégiens en Angleterre. C'est aussi une façon de montrer aux collégiens qu'il est possible, vous, jeunes, de pouvoir être activement participants dans l'exploration spatiale. Alors, ensuite arrive effectivement le fait que cette idée de faire soi-même ne s'applique pas uniquement au développement des produits, mais aussi ça peut être par exemple à l'alimentation ou voire à l'électricité. Et ça, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus. Ça, c'est par exemple à Seattle, où siège Microsoft dans le nord-ouest des États-Unis. Ils viennent de mettre en place le plus grand jardin comestible en Amérique, aux États-Unis, qui procure en fait quasiment 80%, je crois, des fruits et légumes pour la consommation de la ville. Donc ça, c'est un premier constat. On voit effectivement de plus en plus de villes commencent à investir dans des jardins urbains pour pouvoir développer effectivement l'autosuffisance alimentaire. Et on voit la même chose, par exemple, en termes d'énergie. Par exemple, en Allemagne, il y a beaucoup effectivement de villes, ou les quartiers de Vauban, par exemple, où il est possible de générer leur propre électricité. Et ça, c'est important parce qu'il est estimé qu'en 2050, 50% des citoyens, des foyers européens
vont pouvoir générer leur propre électricité. Okay. Donc, c'est une forme effectivement de décentralisation de la production d'électricité et d'alimentation. Donc, effectivement, comme j'expliquais au départ, la production devient de plus en plus à petite échelle et surtout s'approche de la consommation au point où le consommateur devient un prosommateur. Il devient un producteur à la fois un consommateur. Donc, effectivement, le troisième volet, c'est effectivement l'économie circulaire. Alors, je n'ai pas à vous introduire. Alors, depuis que je suis arrivé hier, j'ai rencontré pas mal de startups ici qui sont déjà des champions de l'économie circulaire. Mais effectivement, l'idée, c'est de transitionner d'une économie linéaire où effectivement, on s'approprie des matières de la terre, on développe un iPhone, on l'utilise pendant 3 ans et ensuite on se débarrasse et ça atterrit dans des dépotoirs. L'idée, effectivement, c'est de concevoir des produits de telle sorte qu'en fin d'usage, on peut récupérer les matériaux à l'intérieur et en faire de nouveaux produits de façon en boucle continue, d'où l'expression l'économie circulaire. Alors, il est estimé qu'on peut générer jusqu'à 4,5 trillions de valeur économique en faisant cette bascule, cette transition de l'économie linéaire à l'économie circulaire. Mais je pensais que ce serait intéressant de me donner un exemple concret d'une entreprise française qui a fait cette bascule en 2008, au pic de la récession économique. Ça prend beaucoup de courage pour les leaders de le faire. Et ça a été fait par Michel Giannuzzi, qui est le PDG sortant et vient de partir après 8 ans de gestion de l'entreprise de façon extraordinaire, où effectivement, ils ont fait cette transition 100% une entreprise linéaire à une entreprise circulaire, en ce sorte que, alors Tarkett, pour vous dire, c'est le leader mondial, un des leaders mondiaux de revêtement de sol. Et l'idée, effectivement, c'est de pouvoir récupérer les tapis, les moquettes en fin d'usage et ensuite en faire de nouveaux produits de façon continue. Ils sont devenus tellement excellents avec ça, c'est qu'ils vont même aller chercher des moquettes fabriquées par des rivaux pour ensuite les recycler. Okay. Et plus important, c'est qu'en 2020, ils vont s'assurer qu'il y a 0 déchet industriel qui va effectivement au dépotoir. Okay. Et c'est effectivement, à mon avis, ce n'est pas le seul exemple, mais je pense que vu l'échelle de leur activité, je crois que ça montre qu'il est possible de pouvoir faire cette transition de l'économie linéaire à une économie circulaire. Alors, je vais aussi vous montrer un autre exemple, cette fois-ci non pas du secteur privé, mais je pensais du secteur public, parce que je pense qu'il est aussi important de montrer qu'il est possible que, peut-être pas toute une ville, mais peut-être un village, une petite ville peut faire aussi cette transition d'une économie linéaire à une économie circulaire. C'est le cas de Lossonguel, une ville minière dans le Nord-Pas-de-Calais, en France, qui était effectivement une ville connue pour ses activités de mines, au point où c'est devenu en fait une des villes les plus polluées en France, avec un taux de chômage extrêmement élevé, je crois que c'était 30-35%. Et ce qui s'est passé, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est une initiative qui a été menée par le maire de Lossonguel, Jean-François Caron. Il a fait 2 choses importantes. Premièrement, il a inscrit la ville dans le patrimoine mondial UNESCO, pour la raison toute simple, parce que lui, il a compris qu'un pays ou une ville ou une nation ne peut pas se projeter dans l'avenir tant qu'il n'a pas intégré le passé. Et surtout en tirer fierté de ce passé, même si ce passé est traumatisant et douloureuse. Donc une fois qu'il a fait ça, il s'est dit, écoutez, il a demandé ça à ses habitants, écoutez, moi je n'ai pas de ressources, il faut être frugal et chacun d'entre vous, vous devez contribuer à cette transition d'une économie linéaire à une économie circulaire. Alors tout le monde y a contribué, à commencer par l'Église qui a installé des panneaux solaires sur ses toits et la lumière fut, et c'était une lumière claire. Ensuite, il a même mis en place un accélérateur pour les startups dans le domaine de l'économie circulaire. Alors ça, c'est 2 entrepreneurs qui sont en train d'utiliser le marc de café pour en faire au moins 6 usages, comme les engrais naturels ou de la cosmétique. Comme vous le savez très bien, c'est qu'il y a à peu près, je crois, 26 applications possibles, usages possibles avec le marc de café. Donc la prochaine fois qu'on jette un marc de café, il faut y réfléchir. À mon avis, c'est de l'or marron, j'appelle ça. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est effectivement de montrer que même une ville est capable, à cette échelle-là, de pouvoir faire cette bascule d'une économie linéaire à une économie circulaire en utilisant effectivement des solutions tout à fait ingénieuses et frugales. Alors, je vais quand même conclure avec une dernière partie, parce que c'est quand même l'Assemblée générale de la dire. Je pensais que c'est important de peut-être mettre en valeur quelques bonnes pratiques que les entreprises, surtout les entreprises industrielles, peuvent adopter pour justement
implémenter l'innovation frugale à une grande échelle. Alors, la première bonne pratique, je crois, c'est de dire de plus en plus, au vu de tout ce que j'ai expliqué jusqu'à présent, qu'il est impératif que tous les produits que vous allez introduire sur le marché intègrent 5 attributs clés. Il y a 4 qui vont être tangibles, qui sont l'abordabilité, la simplicité d'usage, la durabilité et la qualité. Ça va être effectivement 4 variables majeures. Et puis, il y a un 5e qui est intangible, qui est le sens. De plus en plus, vos produits et services doivent donner du sens à vos consommateurs et surtout pour retenir vos employés qui exigent ça de leur employeur. Alors ça, c'est un premier constat. Alors, je vais donner un exemple de l'entreprise qui a su effectivement utiliser ces 5 critères. C'est le cas de Renault. Comme vous savez très bien, Renault est un pionnier dans le domaine des voitures low cost parce qu'ils ont introduit en 2004 la Logan, qui est une voiture de 6 000 €, qui était effectivement une solution qui a été conçue par Louis Schweizer, qui était le patron de Renault dans les années 2000, au départ, 90-2000. Et ensuite, il y a Carlos Ghosn, le patron actuel, il se dit finalement, tiens, on a fait la Logan, c'était un grand succès, surtout la ligne de produits Dacia, que vous connaissez aujourd'hui. Et il voulait effectivement étendre cette gamme de produits. Et ça a été effectivement un grand succès parce qu'aujourd'hui, la Dacia, la marque Dacia, la ligne, ce qu'on appelle entrée de gamme de Renault, représente 40% des revenus totaux de Renault. Okay. Mais ils ne sont pas arrêtés là. Ils sont en train de pousser vraiment l'enveloppe encore plus parce qu'en 3 ans, ils ont développé une autre voiture conçue entièrement en Inde qui s'appelle la Kwid pour un prix de 3 500 €. Alors, je n'ai pas un slide. Par contre, c'est intéressant parce que ça vient d'arriver la nouvelle, c'est qu'ils ne vont pas s'arrêter avec ça, parce que Gérard Dautobé, qui était donc l'ingénieur qui a développé à la fois la Logan et la Kwid, il a presque 70 ans, mais Ghosn ne veut absolument pas qu'il parte en retraite. Donc, la nouvelle mission maintenant, qui va être en Chine, va développer une voiture électrique de 8 000 €, okay, en utilisant la même plateforme qui a été utilisée pour la Kwid. Okay. Deuxième, je pense, bonne pratique, c'est de dire qu'on pensait avant, ce concept d'économie d'échelle, c'était l'idée de dire on fait du scale-up, c'est-à-dire qu'on essaie de trouver une façon de produire de plus en plus en grand volume. Et comme j'expliquais, je crois que plutôt il faut penser au scale-out, c'est-à-dire comment on peut fabriquer à petite échelle en utilisant effectivement des unités de production qui sont beaucoup plus petites et surtout beaucoup plus rapprochées des consommateurs. Alors, pour démontrer qu'il est possible, je vais choisir une industrie, pour convaincre, je dirais, une industrie très complexe et très réglementée, l'industrie pharmaceutique, qui est en train de basculer cette année, en 2017. C'est un grand paradigme qui est introduit, où effectivement des entreprises comme Novartis, un géant pharmaceutique, ou Sanofi en France, et GlaxoSmithKline britannique, sont en train de basculer ce qu'on appelle le modèle de fabrication de médicaments traditionnels, qui était effectivement fait dans des grosses usines qui consommaient beaucoup de ressources et d'énergie. Un nouveau modèle de fabrication qui a été co-développé avec le MIT, qui s'appelle Continuous Manufacturing, fabrication continue. Et l'idée, c'est que tout ce processus de fabrication peut maintenant être intégré dans une micro-usine pas plus grosse qu'un container. Et pourquoi c'est un container? Parce que si demain, il y a une épidémie d'Ebola dans un pays, ils peuvent littéralement envoyer le container avec l'usine qui peut ensuite fabriquer sur place des médicaments. On revient à la même chose. Si le patient ne peut pas aller se procurer le soin doit se rapprocher du patient. Okay. C'est vraiment un peu le monde à l'envers. Okay. Donc, cette micro-usine est capable de fabriquer des médicaments 10 fois plus vite, avec coût d'exploitation minimum 60% moindre, et surtout réduit les émissions carbone de 90%. Donc, il est capable de fabriquer des médicaments plus vite, mieux, moins cher. Alors, il y a aussi, ça peut paraître un peu un modèle de l'industrie 4.0, complètement automatisé, bien sûr, mais je vais introduire une autre façon aussi de penser au scale-out, avec peut-être un visage humain. C'est le cas de Danone, qui a établi des micro-usines au Bangladesh en partenariat avec Grameen, le pionnier de la microfinance,
pour justement pouvoir développer des produits laitiers à petite échelle, parce qu'effectivement, ils ont des éleveurs qui sont effectivement beaucoup plus au niveau échelle. Et l'idée, effectivement, c'est deux choses: pouvoir accommoder l'approvisionnement des produits en fait, de lait, par exemple, à petite échelle, des petits éleveurs. Donc, on ne peut pas avoir des grosses usines parce que là, on va avoir des volumes d'approvisionnement énormes que les petits agriculteurs ne peuvent pas apporter. Donc, c'est pouvoir réduire la taille des usines pour accommoder la taille des fournisseurs, donc des agriculteurs, et surtout pouvoir avoir un modèle hybride, à la fois un processus de fabrication assez high-tech, avec une grande traçabilité, mais qu'en même temps a des aspects du processus qui puissent utiliser le labor, comme on appelle ça, le travail manuel, voilà, pour pouvoir créer des emplois aussi pour des gens dans les villages, parce que ce micro-usine n'est pas développé dans les villes, mais plutôt déployé dans les villages lointains du Bangladesh. Okay. Donc c'est aussi l'idée de dire qu'il est possible maintenant de faire des micro-usines qui puissent apporter aussi de la valeur économique et sociale pour ces pays-là. Ensuite, je crois que le troisième bonne pratique, qui peut paraître un peu déroutante, si je peux me permettre, c'est de dire que finalement, comme j'expliquais au départ, le consommateur est en train de devenir un consommateur. Au départ, pendant presque, je dirais, depuis la révolution industrielle, on pensait que le consommateur, sa devise, c'était « je consomme, donc je suis ». Maintenant, la nouvelle devise, c'est « je crée, donc je suis ». Il est en train de devenir, en fait, il ou elle, un créateur ou une créatrice. Alors, pour répondre à ce besoin-là, il faut complètement repenser non seulement les usines, grosses usines deviennent micro-usines, mais aussi en même temps, je crois que les centres de distribution doivent aussi devenir des centres de co-création. Donc, ce qu'on appelait en fait le dernier kilomètre dans la chaîne de valeur va devenir en fait le premier kilomètre de co-création. Et on voit déjà cette bascule avec, par exemple, Leroy Merlin, qui en France, à côté de Paris, a ouvert en fait un magasin en fait, qui n'est pas un magasin, plutôt c'est un lieu de fabrication, on appelle ça un Fab Lab ou un Tech Shop, où vous pouvez venir et concevoir et développer votre propre produit. Ça peut être un meuble, ou alors un appareil électronique, ou même un produit comme celui-là. Okay. Alors, l'idée, effectivement, c'est de dire que Leroy Merlin pense que dans l'avenir, les gens ne vont pas venir acheter juste un produit fini, mais vont plutôt avoir ce besoin de fabriquer eux-mêmes leurs produits. Mais ça va plus loin, avec, comme vous savez, des lois qui sont en train d'être débattre sur ce qu'on appelle contre l'obsolescence planifiée. Une des idées, c'est qu'imaginez que votre machine à laver tombe en panne, vous pouvez prendre la pièce défectueuse, amener ça ici et imprimer en 3D une pièce de rechange et prolonger ainsi la vie de votre équipement. Okay. C'est aussi ça qui est possible dans ces ateliers de fabrication que Leroy Merlin est en train de déployer. Ils ont déployé aussi, je crois, dans d'autres villes comme Lille. Alors, prochaine grande pratique, c'est le fait que je pense que, surtout ici, vous êtes effectivement, vu la biodiversité de ce lieu, c'est s'inspirer de la mère nature, parce que je crois que la nature est hyper, hyper généreuse. Et ça, c'est un TED Talk qui est fait par Suzanne Simard, qui est une professeure au Canada, qui montre effectivement que les arbres dans les forêts sont capables de se communiquer entre eux en utilisant effectivement un mécanisme assez unique, et en particulier que les arbres âgés sont très très généreux parce qu'ils sont capables de fournir beaucoup de nutriments et d'informations, et surtout par même de la sagesse aux autres arbres. Okay. Donc l'idée effectivement c'est de dire qu'est-ce qui se passerait si les entreprises s'inspirent de la nature pour pouvoir partager des ressources entre elles. Alors là, ça va devenir un peu radical. Alors je ne sais pas comment Ladi va réagir, mais je pensais qu'il faut provoquer quand même. Pour montrer qu'il est possible, je pensais que l'évidence parle par soi-même. Alors ça, c'est Interface. C'est un concurrent de Target qui aussi fabrique donc des revêtements de sol. Alors eux, ils sont de tester en Australie un nouveau concept qui s'appelle Factory as a Forest, l'usine comme un forêt. L'idée, c'est de dire que chaque usine, à partir de 2017, qu'ils vont bâtir, va pouvoir générer 20 services d'écosystème. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir ce que j'appelais au départ, au lieu de juste chercher à réduire l'empreinte écologique de l'usine, ils vont essayer de créer 20 services positifs pour l'environnement, comme par exemple l'eau potable ou l'énergie propre générée par des panneaux solaires. Donc tout d'un coup, l'usine qui est le symbole
de développement capitaliste industriel à outrance et surtout polluante devient effectivement le symbole vertueux d'un nouveau modèle de croissance effectivement qui s'inspire de la nature. Okay. Donc ça, c'est effectivement le premier message, c'est qu'il est possible maintenant de s'inspirer, on parle de biomimétisme, hein, quelque part, c'est comment la nature peut nous enseigner effectivement, bâtir effectivement non seulement de nouveaux produits, mais surtout carrément des processus de fabrication qui en fait sont inspirés de la nature. Alors, pourquoi j'ai expliqué au départ que cette importance de l'économie de partage, vous savez, je disais qu'il est possible aujourd'hui de faire du partage entre particuliers, mais idéalement, ce serait incroyable si les entreprises partageaient des ressources entre elles. Alors là, je vais introduire en fait comment c'est possible de le faire. Alors, je vais commencer par quelque chose de très simple, ou du moins de quelque chose qui est assez évident, de dire qu'est-ce qui se passerait si une entreprise dit, ben, écoute, moi j'ai des déchets, pourquoi tu n'en fais pas une matière première? Donc mes déchets deviennent donc une ressource pour toi comme matière première. Et ça se fait déjà, par exemple, en Scandinavie, dans le parc éco-industriel de Kalundborg, où une douzaine d'entreprises co-localisées dans ce parc-là s'échangent entre eux les déchets et les ressources, de façon qu'il n'y a aucun déchet qui part effectivement dans la nature. Alors ça, c'est effectivement au niveau de partage de déchets. Ensuite, on peut penser aussi qu'est-ce qui se passerait s'il y a le partage de clients et d'employés entre entreprises. Et ça aussi, c'est possible. C'est le cas, par exemple, de Benetis, qui est un groupement d'ETI dans la Vendée, qui effectivement recrute des experts en CDI, et ensuite, ces entreprises se partagent. Okay. Donc, je crois qu'il est aussi intéressant d'envisager qu'est-ce qui se passerait s'il est possible, effectivement, de partager des professionnels, des experts, effectivement, dans un groupement d'employeurs. Ensuite, ça c'est peut-être un exemple beaucoup plus, je dirais, un peu avancé. C'est qu'est-ce qui se passerait si une entreprise partageait la propriété intellectuelle avec d'autres entreprises. Alors ça c'est un exemple de Unilever, un géant de consommation, dont l'objectif est de doubler le chiffre d'affaires d'ici 2020, tout en réduisant l'impact environnemental de 50%. Donc c'est vraiment de faire mieux avec moins. Et avec cet objectif-là, ils sont en train de développer, ou je dirais redévelopper leurs produits, comme par exemple un déodorant dont ils ont réduit la taille de 50%, et de ce fait, ça utilise 50% moins d'aluminium, et ça réduit en même temps 50% les émissions, tout en préservant la performance. Et après avoir eu une exclusivité de cette technologie pendant 2 ans, ils l'ont mis en open source, ils l'ont partagé même avec les rivaux, parce qu'ils pensent que c'est la seule façon qu'ils peuvent améliorer la durabilité de toute l'industrie de consommation. Okay. Donc je crois qu'il est aussi possible d'envisager potentiellement de partager la propriété intellectuelle, surtout autour des technologies, je dirais, qui peuvent avoir un impact sur l'environnement, et faire ça de façon qui soit aussi à la fois profitable pendant les 2 premières années, et ensuite mettre ça effectivement comme un bien commun aux autres. Et puis je dirais, dernier message, je pense que c'est important, parce que puisqu'on est en réunion, c'est que c'est un message qui est proche de mon cœur, parce que je suis à la fois indien d'origine, je suis français et américain, et je pense que pendant longtemps, on faisait ces séparations entre nord-sud, l'est, l'ouest, l'occident, l'orient, pays riche, pays pauvre. Je crois qu'il est temps qu'on transcende effectivement cette division et qu'on commence à envisager comment on peut résoudre les problèmes sans frontières, comme je les appelle, qui, en fait, dont souffre toute l'humanité. Et pour montrer qu'il est possible d'envisager de façon globale l'adoption de l'innovation frugale, je pensais vous montrer cet exemple de ce rapport qui vient d'être publié par la Commission européenne, qui est un rapport, je dirais, exceptionnel. C'est sorti il y a à peine quelques semaines. Et effectivement, l'idée de dire, c'est que la Commission européenne déclare de façon officielle maintenant que tous les pays européens doivent envisager maintenant la possibilité d'utiliser l'innovation frugale comme un nouveau levier de croissance inclusive et durable. Okay. Alors pourquoi ils ont mis ce rapport en public? Parce qu'effectivement, on sait tous qu'on vit sur une seule terre. Et ça, je pensais que c'est assez convaincant, parce que si on veut modéliser, on prend toute l'eau qui existe sur Terre, et on le rend sous forme de mètres cubes, c'est tout ce que ça représente, vous voyez, à gauche. Et surtout, vous voyez, l'eau potable, c'est tout ce qu'on a effectivement aujourd'hui sur Terre. Et ça, c'est pour nourrir 7 milliards d'habitants. Et quand on va avoir 10 milliards d'habitants en 2050, il faut vraiment, vraiment qu'on sache faire mieux avec le peu d'eau qu'on va disposer. Okay.
Et c'est pour ça, je pense que la Réunion a peut-être une opportunité unique, c'est de devenir effectivement un hub, quelque part, une forme de pont entre effectivement les pays développés et les pays en voie de développement, pour justement pouvoir co-créer, je dirais, des solutions frugales qui pouvaient effectivement apporter des solutions aux problèmes de santé, d'éducation, d'alimentation ou autres. Donc je dirais que ça, surtout parce que quand je regarde chaque fois, et je suis même un peu envieux, je dois dire, parce que quand je regarde la carte géographique, enfin, la carte du monde, vous êtes quand même situé entre deux continents qui vont façonner le XXe siècle, l'Asie et l'Afrique. Donc, ce serait vraiment un gâchis quelque part historique si vous ne profitez pas de votre situation géographique exceptionnelle pour justement engager ces deux géants du XXe siècle pour co-créer des solutions, non seulement pour le pays en développement, mais pour résoudre ces problèmes sans frontières. Voilà. Avec ça, je vous remercie beaucoup de votre attention et merci beaucoup.